Le dernier clou dans mon cercueil n'a pas été planté par la vieillesse, mais par mes propres enfants, avec le marteau de leur ingratitude. Écoutez cette histoire jusqu'au bout et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez. Ils m'ont jugé obsolète, un vieux meuble bon à reléguer dans la poussière d'un EHPAD aseptisé, pour ne plus être un fardeau. Pendant 40 ans, ces mains ont façonné le bois qui a payé leurs écoles prestigieuses, leurs appartements, leur vie confortable. J'ai renoncé à mes rêves pour construire les leurs, et pour toute récompense, ils m'ont offert l'oubli, le silence d'une maison qui autrefois résonnait de leurs rires. Mais ils ont commis une erreur. Dans leur précipitation à m'effacer de leur existence parfaite, ils ont oublié un détail, un petit coffret en acajou qui dort dans mon atelier. Ils croyaient leur plus grand secret à l'abri avec moi, mais leur abandon a signé la fin de mon silence. Aujourd'hui, ma maison est mon mausolée. Le silence y est si dense, qu'il en devient un bruit de fond. Une plainte sourde, qui s'accroche au mur. Chaque matin je me lève, et la première chose que je ressens est le froid du parquet sous mes pieds nus. Un froid qui semble remonter le long de mes jambes, pour s'installer dans ma poitrine. La lumière du jour filtre à travers les volets mi-clos, dessinant des barres sur le sol poussiéreux, comme les barreaux d'une prison que j'aurais moi-même construite. L'odeur de la térébenthine et du chêne, autrefois mon parfum de fierté, est maintenant l'arôme de ma solitude. Les outils dans l'atelier sont immobiles, recouverts d'un fin linceul de poussière. Je passe devant le téléphone, noir et muet, un corbeau de mauvais augure qui ne chante plus. Je suis un fantôme dans ma propre vie, une ombre qui glisse sur les meubles que j'ai créés. Mon reflet dans le miroir de l'entrée est celui d'un étranger. Je ne reconnais plus cet homme aux épaules voûtées, au regard perdu dans le vague. Ce ne sont pas les rides qui me pèsent, mais le poids de l'invisibilité. Mes enfants m'ont regardé de cette façon lors de leur dernière visite. Comme si j'étais déjà parti, une simple formalité à régler. Leurs yeux me fuyaient, leur sourire était des grimaces polies. Leurs mots sur « mon bien-être à l'EHPAD » résonnent encore dans ma tête, chaque syllabe un coup de ciseau dans le bois de mon cœur. Je n'éprouve pas de colère, non, c'est un sentiment plus profond, plus dévastateur. C'est le vide. Le vide laissé par des mains que je ne serre plus, des rires que je n'entends plus. Mes propres mains, autrefois si fortes et habiles, tremblent maintenant en tenant ma tasse de café. Elles sont inutiles, comme moi. Je revois tout avec une clarté qui me glace le sang. J'avais 25 ans et une lettre de l'école de design de Milan entre les mains. Le papier était fin, l'encre sentait l'avenir. C'était mon rêve, façonner des meubles qui ne seraient pas seulement utiles, mais qui raconteraient une histoire, des pièces d'art. Le même soir, ma femme, Hélène, a posé ma main sur son ventre. Il n'y a pas eu de discussion, pas de choix cornélien. La vie s'était décidée pour moi. J'ai rangé la lettre dans une boîte, et je ne l'ai plus jamais regardée. Le lendemain je signai le bail pour ce petit atelier de quartier, sentant l'odeur de la sciure fraîche, comme le parfum d'une promesse. J'ai renoncé à l'Italie, à l'artiste que j'aurais pu être, pour devenir le père que je devais être. C'était un sacrifice silencieux, un pacte que j'ai scellé avec moi-même. Les premières années furent les plus belles, car nous n'avions rien d'autre que nous-mêmes. La maison embaumait le pot-au-feu d'Hélène et le chêne que je ramenais de l'atelier. Marc, mon fils, a fait ses premiers pas sur un tapis de copeaux de bois, ses petits rires résonnant plus fort que le bruit de mes machines. Je me souviens de lui avoir fabriqué un petit canard en bois, poli, jusqu'à ce qu'il soit doux, comme de la soie. Ses yeux brillaient plus que pour n'importe quel jouet en plastique du commerce, des jouets que nous ne pouvions de toute façon pas nous offrir. Nos vêtements étaient simples, nos vacances se résumaient à des pique-niques au bord de la rivière. Mais notre vie était pleine. Chaque meuble que je vendais n'était pas un simple objet. C'était une brique de plus dans les fondations de notre foyer, la garantie d'un repas chaud, la certitude d'être ensemble. Puis vint le temps des grandes écoles. Marc voulait intégrer une prestigieuse école de commerce, une ambition qui dépassait de loin nos moyens. J'avais hérité de mon grand-père une collection d'outils anciens, des pièces magnifiques, le cœur de mon héritage d'artisan. Les vendre a été comme m'amputer d'une partie de mon histoire. Je me souviens du collectionneur, un homme froid qui examinait les ciseaux à bois et les rabots avec un œil d'expert, ignorant le poids sentimental qu'il portait. J'ai encaissé le chèque sans ciller, le cœur lourd mais la tête haute. Cet argent n'était pas pour moi. C'était le prix de l'ascenseur social de mon fils, la clé qui lui ouvrirait des portes que je n'avais fait qu'entrouvrir pour moi-même. Je me suis dit que c'était une autre façon de transmettre un héritage, non plus de bois, mais d'avenir. Quelques années plus tard, ce fut au tour d'Hélène, ma fille. Elle rêvait d'un master à l'étranger, une aventure qui semblait inaccessible. Pour le financer, je n'avais plus rien à vendre, sinon mon temps et ma santé. Les nuits se sont allongées, passées sous la lumière crue de l'ampoule de l'atelier. Je travaillais les week-ends,
acceptant toutes les commandes, même les plus ingrates. Le bois devenait mon seul confident. La fatigue s'accumulait dans mes os, la poussière de bois s'incrustait sous ma peau, mais je tenais bon. Chaque virement que j'envoyais était une victoire. Je la voyais sur les photos, épanouie, découvrant un monde si différent du mien. Je n'ai jamais regretté une seule seconde. Sa réussite était ma plus belle création, une sculpture vivante façonnée à la sueur de mon front. Mon sacrifice était le socle invisible de sa liberté. Ils ont réussi, au-delà de toutes mes espérances. Je les voyais revenir à la maison, vêtus de costumes élégants, parlant un langage d'affaires qui m'était étranger. Leurs appartements étaient modernes, leur vie trépidante. J'étais fier, d'une fierté immense et silencieuse. Mais un fossé se creusait. J'étais le père artisan, l'encre rustique de leur passé modeste, une histoire qu'ils aimaient raconter dans les dîners mondains, mais dont ils se détachaient peu à peu. Je restais dans ma maison, avec mes mains calleuses et mes vêtements simples, le gardien d'un monde qu'ils avaient quitté. J'étais la racine de l'arbre, essentielle mais souterraine, invisible. Il profitait de l'ombre de ses feuilles, sans plus jamais penser à celui qui avait nourri sa croissance dans l'obscurité et le silence. Ma présence était devenue un rappel, peut-être embarrassant, de tout ce qu'il avait fallu sacrifier. Après la mort de ma femme, le silence de la maison est devenu assourdissant. Je m'attendais à ce qu'il comble ce vide, qu'il revienne à la source. Mais le nid était déjà vide depuis longtemps. Leurs appels se sont faits plus brefs, leurs visites plus espacées, chargées d'une politesse distante qui me faisait plus de mal que l'absence. Je voyais leur impatience, leur regard furtif vers leur montre. Mes histoires d'atelier les ennuyaient. J'ai compris, alors que mon rôle était terminé. J'avais été un pourvoyeur, un bâtisseur, un tremplin. Ma mission était accomplie. En leur donnant tout, je les avais rendus si indépendants qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Mon plus grand succès en tant que père avait signé mon arrêt de mort en tant qu'homme. J'étais devenu un souvenir vivant, une pièce de musée dans leur existence parfaite. Le premier coup de hache dans nos liens n'a pas été franc mais sournois, porté par le silence. Mes appels ont commencé à se perdre dans le vide de leur messagerie vocale. Je laissais des messages, la voix un peu tremblante, parlant à une machine en espérant qu'un cœur écoute. Les réponses, quand elles venaient, étaient des SMS laconiques, des promesses de rappel qui ne se matérialisaient jamais. Les visites, autrefois un rituel chaleureux, sont devenues des formalités chronométrées. « On n'a qu'une heure, papa », disaient-ils en regardant déjà leur montre. Leurs mots se sont aiguisés. Des phrases comme « Tu ne devrais pas rester seul dans cette grande maison » ou « Il faut penser à l'avenir » n'étaient pas des marques d'inquiétude, mais les premières pelletées de terre sur le cercueil de mon indépendance. Ils ne me voyaient plus, ils ne voyaient qu'un problème à résoudre. L'indifférence s'est ensuite installée dans leurs gestes, dans leurs regards. Lors d'un déjeuner dominical, l'un des derniers, j'ai senti le changement de manière physique. J'étais assis à la table que j'avais moi-même construite, mais j'aurais pu être un fantôme. Leur conversation tournait autour de projets dont j'étais totalement exclu. Des vacances aux Canaries, la rénovation de la cuisine de Marc. Ils en parlaient devant moi comme si je n'étais pas là, comme si mon avis, ou même ma simple présence n'avait plus aucune pertinence. Le regard d'Hélène, autrefois si doux, me croisait sans s'arrêter, glissant sur moi pour se poser sur son téléphone. Je suis devenu un élément du décor, le vieux fauteuil dans le coin du salon. J'étais le gardien de leur passé, un passé qu'ils s'efforçaient désormais d'oublier, et m'effacer était la manière la plus simple de tourner la page. L'humiliation finale fut silencieuse, presque banale dans sa cruauté. Pour mon 71e anniversaire, j'ai attendu toute la journée. J'avais préparé un gâteau, une vieille recette d'Hélène, leur mère. Le téléphone est resté muet. Le soir est tombé sur une maison vide, le gâteau intact sur la table. J'ai reçu un message groupé à 23h. Joyeux anniversaire papa, journée de folie, on t'appelle demain. Bisous. Le lendemain n'est jamais venu. Quelques semaines plus tard, lors d'une fête de famille chez Marc, on m'a installé sur une chaise à l'écart, près de la porte. Pour que tu ne sois pas dans le passage. J'ai regardé mes petits-enfants jouer, des étrangers qui ne connaissaient de moi que mon prénom. Ce soir-là, en partant, j'ai vu Hélène fermer la porte du salon où ils allaient continuer la soirée. Le clic du verrou a été le son le plus clair que j'ai entendu depuis des mois. Le coffret en acajou est là, sur mon établi sous une fine couche de poussière que je n'ai pas osé troubler pendant 30 ans. Je me souviens du jour où mon beau-père me l'a confié, ses mains moites tremblant sur le bois lisse. C'était un homme que je n'estimais guère, un requin des affaires dont l'empire s'effondrait. À l'agonie, il a cherché le seul homme qu'il savait incapable de trahir. Moi. Garde-le, Gérard. Pour eux, avait-il murmuré. Je n'ai jamais regardé à l'intérieur, par loyauté pour ma femme,
sa fille, qui portait déjà le fardeau de son nom. Je pensais préserver mes enfants d'une honte, d'un héritage empoisonné. J'ai tenu ma promesse, gardant leur plus grand secret à l'abri, croyant que mon silence était le plus grand acte d'amour paternel. Un bouclier contre un passé sordide. Mais mes enfants, eux, savaient. Ils ont grandi dans l'ombre confortable de ce coffret, conscients que leur luxe, leurs études, une partie de leur ascension sociale, reposait sur la fortune mal acquise que leur grand-père avait dissimulée. Ils comptaient sur ma droiture, sur mon ignorance volontaire, comme sur une police d'assurance. Mon silence n'était pas pour eux un sacrifice, mais une garantie. En me jetant dans l'oubli, ils n'ont pas seulement abandonné un père, ils ont libéré un gardien de son serment. Ce n'est que lorsque le froid de leur indifférence a gelé mon cœur, que j'ai enfin osé soulever le couvercle. Je n'y ai pas cherché une arme, mais une vérité. Et j'ai compris que leur plus grand secret n'était pas la fraude de leur aïeul, mais la certitude tranquille que je mourrais sans jamais la découvrir. La douleur, en s'installant, n'a pas crié. Elle s'est muée en un calme de glace, une certitude froide et tranchante comme la lame d'un de mes vieux ciseaux à bois. Il n'y a eu ni larmes, ni cris de rage résonnant contre les murs vides. Ma peine est devenue un plan, exécuté avec la précision d'un artisan qui connaît chaque fibre du bois qu'il travaille. Le lendemain, j'étais dans le bureau du notaire, ma voix posée, mes instructions claires. Le testament a été réécrit. Leurs noms, Marc et Hélène, ont été effacés, non par vengeance, mais par une simple logique de réciprocité. Ils m'avaient rayé de leur présent, je les retirais de mon avenir. Ensuite, j'ai commencé à vendre. Pas la maison, pas encore. Mais les meubles, mes créations, une à une. Chaque vente était un adieu silencieux, un fil que je coupais, me libérant du poids des souvenirs devenus amers. Ma dernière action a été la plus significative. J'avais remarqué un jeune homme, un ébéniste, qui luttait pour lancer son propre atelier dans le quartier voisin. Je voyais en lui la flamme que j'avais moi-même portée, celle que j'avais sacrifiée. Je l'ai contacté, sans rien révéler de mon histoire. Je lui ai légué la maison, l'atelier, les outils restants, tout ce qui constituait mon monde. Ce n'était pas un acte de charité, mais une transmission. Je ne donnais pas des biens, je passais un flambeau, offrant à un inconnu le rêve que mes propres enfants avaient piétiné. Puis, un matin, j'ai fermé la porte derrière moi pour la dernière fois, sans un mot, sans une lettre. En montant dans ce train qui m'emmenait loin, je n'ai pas ressenti de tristesse, mais une profonde quiétude. J'avais repris le contrôle, non en détruisant leur monde, mais en bâtissant celui de quelqu'un d'autre. Le message n'a pas mis longtemps à produire son effet. Moins de 24 heures plus tard, leur voiture de luxe s'est garée devant la maison, un spectacle que je n'avais pas vu depuis des mois. Ils sont sortis précipitamment, Marc tenant une boîte de vin hors de prix, Hélène portant un bouquet de fleurs si grand qu'il cachait son visage anxieux. Et, pour la première fois depuis des années, ils avaient amené les petits-enfants, mes petits-enfants, qu'ils poussaient devant eux comme des boucliers d'innocence. Les mots se sont déversés, un torrent de remords et d'excuses mielleuses. Papa, on a été tellement occupés, on est impardonnable. Leur sourire était crispé, leurs yeux cherchant frénétiquement par-dessus mon épaule, en direction de l'atelier. Je les ai laissés parler, observant ce théâtre de la rédemption avec une distance glaciale. Leur voix était remplie d'urgence, mais pas d'amour. Assis dans mon vieux fauteuil en cuir, celui qui a recueilli tant de mes solitudes, je suis resté immobile. Je les écoutais plaider, promettre des vacances en famille, des visites hebdomadaires, une nouvelle vie. Leurs mains s'agitaient, leurs regards me suppliaient, mais je ne voyais que la panique pure dans le fond de leurs pupilles. Ils ne pleuraient pas ma solitude, ils pleuraient la menace qui pesait sur leur confort, sur leur réputation bâtie sur un mensonge. Pour la première fois de ma vie, je n'avais besoin de rien d'eux. Ce détachement était une force nouvelle, une armure invisible. J'ai attendu une longue pause dans leur monologue désespéré, puis ma voix est sortie, calme et sans tremblement. Votre affection arrive trop tard, ai-je dit simplement, et elle a l'odeur de la peur. Le silence qui a suivi fut plus lourd que toutes leurs paroles. Je les ai regardés, mes enfants, devenus des étrangers dans la maison même où j'avais compté leurs premiers pas. La peur dans leurs yeux n'était pas pour moi, mais pour l'édifice de mensonges qu'ils habitaient. Dans ce silence pesant, j'ai compris que la vengeance serait une fin trop simple, une destruction qui ne réparerait rien. Le pardon, lui, serait une faiblesse qu'ils ne méritaient pas. Je me suis levé, sans un mot, et j'ai marché vers l'atelier. Ils m'ont suivi comme des ombres, leurs pas hésitants sur le parquet. J'ai pris le coffret en acajou, le posant entre nous. Ce secret ne mourra pas avec moi, ai-je dit calmement. Il deviendra votre conscience. Vous allez réparer le mal que votre grand-père a fait, publiquement, au nom de notre famille. Votre rédemption ne sera pas un choix, mais votre seul héritage. Je leur ai tourné le dos.
les laissant avec leur destin. Et vous, auriez-vous donné une seconde chance à ceux qui vous ont tourné le dos, ou laisseriez-vous la vie régler la dette? En leur tournant le dos, je n'ai ressenti ni le triomphe de la vengeance ni la chaleur du pardon, juste la quiétude de l'artisan qui achève son œuvre la plus complexe. Mon dernier chef-d'œuvre n'est pas taillé dans le chêne, mais dans leur conscience. Ils voulaient m'effacer dans le silence d'un EHPAD, mais j'ai fait de leur secret le bruit assourdissant qui dictera leur avenir. Ils devront vivre avec, non comme un fardeau caché, mais comme une dette publique à honorer. Leur fortune, bâtie sur ce mensonge, servira désormais à réparer le mal. Je ne leur ai pas offert une seconde chance, je leur ai imposé une unique voie, la seule qui pouvait donner un sens à ma solitude. Ma dignité n'était pas à vendre. Et vous? Auriez-vous fait différemment? Ou la justice d'un père doit-elle parfois se sculpter dans la contrainte?